D'aucuns disaient au moment de la création de Communicart en 2004, mais François, vous n'y pensez pas, la communication et l'art, c'est un oxymore, on n'en a pas besoin. Et je leur disais, vous savez, pour qu'il y ait des collectionneurs, il faut qu'il y ait des amateurs. Et pour qu'il y ait des amateurs, il faut leur expliquer. Ça s'appelle la médiation. Et la réponse d'une grande galeriste à l'époque, ça avait été de dire, ah écoutez, ils n'ont qu'à faire un effort. Donc notre métier, c'est de conseiller. Et conseiller, cela veut dire quoi? Cela veut dire réfléchir à une stratégie de communication en fonction des objectifs, de l'intérêt commercial d'une galerie ou de l'objectif de mission de service public d'une institution muséale, par exemple, de définir ce que vont être les éléments de langage, c'est-à-dire la façon de s'exprimer autour de ce projet, et puis de maîtriser les applicatifs, que ce soit les relations presse, les écosystèmes de réseaux sociaux, très importants aujourd'hui, ou l'e-réputation générale au travers de l'Internet, et puis l'édition également de catalogues et de monographies d'artistes. Tout cela doit être fait en cohérence pour être efficace et être d'une longue portée. Et voilà le rôle de l'agence Communicart auprès des professionnels du monde de l'art. Donc oui, ça a été un élément de réflexion et de mutation extrêmement profond, très très fort. Je dis que cela, sur un plan positif, a joué le rôle d'accélérateur des mutations et des transformations que devait connaître ce milieu, ce marché, ces institutions qui remettaient le plus souvent à des calendes grecques ou autres l'intégration des technologies et du numérique dans leurs relations professionnelles. Cette accélération qu'on a pu voir dans la presse, par exemple, qui a vu ses abonnements numériques considérablement augmenter, bien, dans l'organisation du travail, avec l'utilisation massive du télétravail, bref, ces accélérations ont joué un rôle de formation extrêmement important, absolument à toutes les strates managériales ou employées de l'ensemble des entreprises en France et bien évidemment du milieu de l'art d'un point de vue professionnel. Je pense que le potentiel artistique en chacun de nous ne demande qu'à être révélé. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle pouvait souligner. Alors, il faut savoir que Géry Gogosian, qui est une femme, reprend le nom, pastiche le nom de Larry Gagosian, qui est peut-être le plus grand marchand aujourd'hui sur la planète, avec 14 établissements dans le monde, des galeries, et exerce un regard extrêmement critique sur le monde de l'art, et en particulier de l'art contemporain et du marché, avec une utilisation d'Instagram où elle diffuse des pastiches extrêmement hilarants qui sont suivis par près de 70 000 followers sur Instagram. Okay. Ce qu'elle disait en faisant allusion au mobilier d'appartement et au fait de se meubler de façon artistique, c'était tout simplement d'inciter chacun à faire de son lieu et de sa vie un geste artistique. Le fait que les galeries n'étaient plus visitables et les œuvres visibles a incité l'ensemble des professionnels à projeter leurs propositions, qu'elles soient muséales ou qu'elles soient marchandes, sur l'Internet. Donc finalement, pendant cette période de confinement, peut-être jamais autant d'œuvres d'art n'ont-elles été vues. La deuxième chose, est-ce que cela a développé l'art urbain dans le sens où les murs vont remplacer les simèses? Je ne crois pas qu'il y aura de lien de cause à effet direct, mais il est sûr d'une chose, c'est que
l'appétence pour l'art, dans cette période de crise, ne s'est pas démentie et au contraire a trouvé un exutoire, a permis un exutoire très fort permettant aux rêves, à l'imagination de pouvoir se projeter. Le château d'Auvers est un lieu merveilleux qui se trouve à Auvers-sur-Oise, qui est non pas la patrie de Van Gogh, mais là où il a terminé ses jours, en créant en 2 mois 80 tableaux qui sont pour la plupart iconiques. Et le château d'Auvers est un lieu magnifique dans un parc paysager de très grande qualité, un lieu de visite extraordinaire, tourné vers l'idée de l'impressionnisme. Et l'agilité dont les représentants du château se réclamaient, c'est tout simplement trouver les moyens de rendre les visites les plus faciles d'accès et répondant le mieux aux désirs du public dans cette période d'après-confinement. Il est à noter que la limitation de circulation à 100 km donne à l'ensemble de la région parisienne et en particulier à Auvers-sur-Oise une opportunité de tourisme comme jamais auparavant. Sont possibles, pas toujours au même moment, mais ce qu'on a envie de vivre est bien sûr divers. On ne peut vivre sans caresse et sans tendresse, mais on ne peut exister et pousser les portes qu'en faisant des choses qui sont transgressives aussi. Donc il n'y a pas ambivalence, il y a tout simplement faire coexister deux moments, deux sentiments, deux besoins qui sont tous deux essentiels. L'œuvre de Garouste peut paraître scandaleuse dans la mesure où son trait déforme les formes, où sa peinture fait appel à nombre de références philosophiques et religieuses qui fait s'entrechoquer. Elle peut être considérée comme scandaleuse aussi parce qu'il met en scène sa propre difficulté à exister au travers d'un caractère bipolaire qu'il a eu beaucoup de mal à maîtriser, mais non, elle est surtout profondément humaniste, elle est profondément ancrée dans une spiritualité qui rapproche les hommes, et non, cette phrase de Garouste est plus peut-être destinée à d'autres qu'à lui-même. Il est clair que ceux qui aiment la peinture tournent leur regard vers les maîtres anciens et quelque artiste qui est confronté au désir de peindre ne peut que effectivement subir ce magistère, à moins de s'en éloigner totalement. Nombre d'artistes s'en sont éloignés totalement et ont donné nombre d'œuvres qui font partie du florilège des caricatures de ce qu'on peut appeler l'art contemporain. Bien. Aujourd'hui, il y a un retour très fort vers la peinture, très fort de la part de plein de jeunes artistes et vers de la figuration, et avec une originalité qui n'a rien à envier à la technicité des maîtres anciens. L'art est sans doute une des choses les plus importantes qu'a connue l'humanité et dont elle puisse se souvenir. À une période où la dématérialisation devient générale, où la question de la possession est remplacée par le phénomène de la location, la seule chose qui va conserver une unicité et une valeur d'unicité, c'est l'œuvre d'art. Et cette œuvre d'art ou le travail artistique est un élément, à mon avis, fondamental de construction dans l'identité des peuples, des nations, mais aussi de reconstruction pour les sociétés qui sont meurtries. L'unicité, la valeur de reconnaissance, la façon dont on peut considérer
sur le plan patrimonial, à quel point cela fait partie de l'histoire d'un peuple, font que oui, l'œuvre d'art a une valeur totémique. Savoir si elle est initiatrice, oui, dans la mesure où son approche, son explication et son historique font et permettent, par leur compréhension, la participation à une communauté humaine et au partage qu'elle permet. Eh bien, François Blanc, merci pour toutes ces informations. Nous avons hâte de lire cet ouvrage, qui d'ailleurs peut se lire gratuitement sur Internet, qui va se retrouver en vente à la FNAC et dans toutes les bonnes librairies, et dont le revenu sera reversé à une association d'aide aux hôpitaux de Paris. Merci. Absolument.